Les banques centrales doivent-elles se coordonner ? C'est une absolue nécessité, parce qu'aujourd'hui, comme peut-être jamais depuis les accords du Plaza, comme vous vous en souvenez, qui avaient permis finalement de trouver des politiques de change coordonnées, jamais depuis ce temps-là, les banques centrales n'ont été aussi, j'allais dire, éloignées les unes des autres. Un exemple caricatural et anecdotique, c'est le fait que ce qu'on appelle la réunion de Jackson Hole, là où ils se retrouvent tous chaque année, pendant l'été, eh bien, il n'y avait ni la Fed, ni la Banque centrale européenne, ni en réalité la Banque de Chine à un niveau important. Et donc, aujourd'hui, les banquiers centraux doivent se coordonner parce qu'ils ont lancé des politiques qui sont extraordinairement actives, extraordinairement novatrices, quantitative easing ou des politiques équivalentes. Et dans les faits, on ne sait pas comment en sortir. Pourquoi ? Parce que le premier qui en sort voit ses taux de change évoluer de manière très importante et donc on ne pourra sortir de l'incertitude que nous avons de ces politiques monétaires et de leurs effets qu'à partir du moment où elles se mettent toutes d'accord. Sinon, nous aurons des guerres de change et ceci est effectivement très dangereux. Alors, les banques centrales sont devenues des personnages absolument stratégiques aujourd'hui dans le monde pour ce qui concerne la stabilité monétaire et financière. De plus, on est dans un monde globalisé, où toutes les économies, tous les marchés communiquent d'une manière quasi instantanée, en tout cas pour ce qui concerne les marchés. Et donc il est essentiel que les banques centrales se coordonnent, de mon point de vue, d'abord pour envoyer des signaux cohérents à l'économie mondiale et aux marchés, car on sait que lorsqu'il y a des désaccords ou il y a des flottements entre les banques centrales, ça peut entraîner des perturbations non négligeables. Mais elles peuvent aussi se coordonner pour leurs interventions sur les marchés lorsque ceci devient nécessaire, à mon avis, et je prendrai évidemment comme exemple le plus important, c'est les marchés d'échange, puisqu'elles sont gardiennes de la stabilité monétaire externe. Dans un système de flottement géré, il n'est pas inutile que les banques centrales interviennent, et elles seront d'autant plus efficaces qu'elles le feront d'une manière concertée, en le faisant éventuellement savoir pour convaincre les opérateurs qu'elles ont une cible et qu'elles cherchent à l'atteindre. Mais il faut aussi qu'on prenne en compte l'ensemble des banques centrales, pas uniquement les grandes banques centrales comme la Fed américaine ou la BCE. Il faut aussi que une concertation se fasse avec les banques centrales des pays émergents, de manière à éviter que certaines décisions de politique monétaire prises dans nos grands pays, nos pays avancés, n'aient des effets dévastateurs, comme ça a été le cas dans le passé, dans les pays émergents. Donc une concertation des banques centrales permettrait de réduire ces phénomènes d'instabilité. Faut-il privilégier la relance monétaire à la relance budgétaire ? Il faut reprendre l'histoire très brièvement. 2007-2008, une crise financière majeure. 2009, 2010, 2011, on fait des relances budgétaires absolument géantes. Je rappelle toujours que pour la Chine, c'était 10% du PIB. Et puis, brutalement, on dit que la dette, c'est l'abomination des abominations. Et donc, on décide d'arrêter toute relance budgétaire partout. Et notamment en Europe, avec les conséquences qu'on a connues de vraies récessions dans un certain nombre de pays. Et donc, on part de l'idée qu'il faut passer à autre chose. Et l'autre chose, c'est les politiques monétaires qui vont être très, très audacieuses et qui vont, au fond, apparaître comme une sorte de substitut à toute politique économique. Ça a été le cas de la Fed, à partir en réalité de 2009. Ça a été le cas de la Banque centrale européenne à partir de 2013. Et avec des intentions comme jamais aucune banque centrale n'en avait eu précédemment. Ces politiques monétaires apparaissent comme relativement inefficaces au niveau où on les a utilisées, et il est clair qu'il faudra à un moment ou à un autre revenir à des dépenses budgétaires plus ciblées, mais surtout qui permettent de favoriser la consommation, donc la croissance. Non, je crois qu'aujourd'hui, la politique monétaire a atteint son maximum d'efficacité, voire on peut même dire d'inefficacité. C'est-à-dire qu'elles ont utilisé tous les instruments dont elles pouvaient disposer. La baisse des taux d'intérêt, ceux-ci sont au niveau zéro maintenant. L'assouplissement monétaire, dont on a vu qu'il n'avait que peu d'effet sur la croissance et aussi sur l'inflation qui serait souhaitable de relever légèrement dans un contexte déflationniste, orienté vers la déflation. Nous sommes dans une situation de trappe de liquidité, c'est-à-dire que l'essentiel des liquidités que les banques centrales injectent aujourd'hui dans nos économies vont dans l'économie financière, sur les marchés, et pas du tout dans l'économie réelle, donc elles n'ont pas d'effet sur l'activité, sur l'emploi. Et donc, il faut absolument que l'autre instrument de politique économique, qui est les
politique budgétaire et fiscale soit à son tour mobilisée. Nous sommes en fait dans une situation keynésienne, très bien décrite par Keynes dans les années 30, à savoir que la politique monétaire n'étant plus efficace, il faut absolument redonner un rôle important aux politiques budgétaires et fiscales, d'une manière si possible concertée, ce que malheureusement on ne fait pas. La relance monétaire, elle a joué son rôle, maintenant c'est au tour de la relance budgétaire. L'hélicoptère monnaie est-il crédible et serait-il efficace ? Évidemment qu'il n'est pas crédible, parce qu'on voit mal les banques centrales distribuer directement de l'argent aux consommateurs. C'est en réalité une relance budgétaire sous la façon la plus caricaturale. Donc, en termes de politique monétaire, je n'y crois pas. En termes de nécessité, j'allais dire, de permettre au pouvoir d'achat dans un certain nombre de pays de se maintenir ou même de se développer, j'y crois. Il faut renforcer le pouvoir d'achat d'un certain nombre de couches sociales dans les pays développés, notamment aux États-Unis et en Europe. Et donc, l'idée en elle-même est vraisemblablement, j'allais dire, adaptée. Tout simplement parce que on est parti dans une période assez longue d'une croissance très faible, et si on ne favorise pas d'une manière ou d'une autre la consommation, on verra qu'un jour ou l'autre, on aura de nouveau des grosses difficultés et un risque récessif. Je pense que c'est une fausse bonne idée, pour au moins deux séries de raisons. Premièrement, cette injection de liquidité par les banques centrales serait inefficace, ou très peu efficace, disons, parce que aveugle. C'est-à-dire qu'on lance dans l'air des billets qui retombent entre les mains des acteurs économiques. Certains d'entre eux, qui n'ont pas besoin de cette monnaie, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont la thésauriser. Et donc cette monnaie va en partie alimenter des liquidités déjà excédentaires dans l'économie. Mais plus fondamentalement, je crois que derrière cette proposition, qui d'ailleurs remonte à Milton Friedman en 1969, c'est une vision fausse, à mon avis, de la monnaie dite exogène. C'est-à-dire qu'on peut décider, par une décision unilatérale de la Banque centrale, d'injecter de la monnaie dans une économie et il y aura nécessairement, en tout cas on l'espère, un effet direct sur l'économie. Je pense que cette vision est fausse. En réalité, la monnaie est endogène, c'est-à-dire qu'elle est créée à l'occasion du développement de la croissance de l'économie lorsqu'il y a une demande dans le secteur réel de l'économie, lorsque l'activité se développe en matière d'investissement, de consommation, que les banques font à ce moment-là des crédits, qu'à cette occasion elles créent de la monnaie et que la Banque centrale, à son tour, refinance les banques, éventuellement d'ailleurs, pour être efficace, en ciblant plus particulièrement les opérations qui apparaissent les plus efficaces et les plus utiles sur le plan social ou par exemple environnemental.